Bonjour à tous, désolé pour ce petit problème technique. Donc nous aujourd'hui on va vous raconter notre expérience pendant 1 an avec l'outil Firebase sur notre application qu'on a codée moi et Paul. Donc tout d'abord on va se présenter. Donc bonjour, je me présente Paul Gaucher. Je suis développeur JavaScript chez Files et je suis actuellement en mission chez Atos. Et moi je suis développeur full stack chez Pictarine. Et je m'appelle Thibaut Glohagen. Voilà. Donc tout d'abord, c'est quoi notre appli? Donc voilà. Notre appli. Alors nous on est des mecs qui aimons bien manger à la base et qui aimons bien aussi rencontrer du monde. Donc on s'est dit pourquoi pas manger et rencontrer du monde en même temps. Et c'est comme ça qu'est né le projet Dinner. Donc Dinner c'est une appli de rencontre géolocalisée un peu à la Tinder, sauf qu'au lieu de se focus sur la tête des gens, on va se focus sur un menu qui propose. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on peut liker ou disliker, et après, s'il y a match, eh ben, vous pouvez discuter. Donc ça, c'est le concept de base. Et en fait, c'est un projet qu'on a décidé de faire sur notre temps libre. Et en fait, sur notre temps libre, en général, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on travaille à côté et aussi parce qu'on aime bien dormir. Ah, j'aime bien. On aime bien. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire Oui. Et du coup, on s'est dit qu'on allait optimiser notre temps de développement en partant sur des technos en fait qui nous aideraient à optimiser ce temps de développement. Donc pour le côté application, on est parti sur une technologie multiplateforme. Donc nommé Ionic pour ceux qui connaissent, donc c'est du développement cross-platform. Ça nous a permis de ne pas développer à la fois iOS et à la fois Android, sachant qu'on ne sait pas trop développer sur iOS a priori. Pas du tout. Pas du tout même. Et donc ça c'est pour le côté front. Et pour le côté back-end, on s'est dit que ça serait quand même pas mal de ne pas avoir à le développer, tout court. Et c'est pour ça qu'on est parti sur cette fameuse technologie qui était pas mal en vogue à ce moment-là, qui s'appelle Firebase. Donc Paul, je vais te laisser présenter. Qu'est-ce qu'est Firebase? Bon, déjà, on ne sait pas ce que c'est, on va sur Wikipédia et on regarde ce qu'il nous dit. Donc là, une définition un peu chiante, c'est un ensemble de services d'hébergement pour n'importe quel type d'application. On propose d'héberger en NoSQL, en temps réel, des bases de données, du contenu, l'authentification, des notifications, tout ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a ça, on a compris que c'était un backend as a service, mais on n'est pas plus avancé. Donc, en fait, ce qu'on vous propose dans cette conférence, c'est de vous présenter l'ensemble un petit peu des services que propose Firebase et savoir comment ils sont venus à nous naturellement au fur et à mesure qu'on voulait développer des features au sein de Dinner. Donc, je te laisse commencer. Donc on va commencer par la première feature qu'on a eu besoin de développer. Donc dans notre app, en fait, les gens ils proposent des menus, comme je vous l'ai dit. Donc pour pimper un peu leur menu, ça serait pas mal qu'ils puissent mettre des photos pour le rendre plus attractif, des photos de leur bouffe et tout. Et donc pour ça, ils ont besoin de stocker des photos sur notre app. Donc qu'est-ce que propose Firebase pour stocker des photos? Eh bien, il propose un super outil qui s'appelle Cloud Storage. Donc Cloud Storage, rapidement, qu'est-ce que c'est? Cloud Storage, c'est un outil qui vous permet, avec un SDK, d'uploader directement depuis votre front dans Firebase n'importe quel type de fichier, que ce soit des photos, des fichiers texte, enfin ce que vous voulez quoi. Et donc nous on s'en est servi pour uploader les photos des gens. Donc comment on intègre ça dans notre front? Très rapidement, ça s'intègre en 3 lignes de code. Hein. Donc là on fait la référence à notre storage en lui spécifiant l'adresse. Donc par exemple l'ID user / le nom de l'image. Et après on fait un toString de la photo en base 64 et sur le callback de la fonction, eh ben, elle est uploadée. Donc ça c'est super cool parce que en très peu de lignes de code, on upload quelque chose dans un serveur et voilà, il n'y a pas plus de dev que ça au final. Donc nous, notre algo d'upload, tout simplement, on s'est dit que ça allait être, on prend la photo de l'utilisateur et on l'upload. Sauf qu'on a rencontré un premier problème, c'est que nos super téléphones aujourd'hui en fait, ils font des photos qui font 10-15 mégas quoi. Donc ça en fait, étant donné qu'on est sur une solution de type scalable et si jamais vous dépassez les quotas en fait vous vous mettez à payer. Donc si on se met à uploader que des photos de 10 mégas et qu'on se met à scaler à plusieurs milliers d'utilisateurs,
eh ben, on va vite payer et plus avoir de sous. Donc ça, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. C'est clairement pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on décide de resizer les photos côté back-end une fois qu'elles sont uploadées. Donc, pour ça, on va utiliser un nouvel outil de Firebase qui s'appelle les functions. Donc, c'est quoi une function très rapidement? Une function, en fait, c'est un tout petit bout de code que vous pouvez déployer sur Firebase. J'ai de l'écho là. Ouais. Bon. Donc, c'est un bout de code que vous pouvez déployer sur Firebase et en fait qui va pouvoir réagir à des triggers externes du style si jamais votre base de données elle se met à jour, eh ben, ça peut déclencher ce bout de code. Ou alors une simple requête HTTP peut aller déclencher ce bout de code qui va faire le traitement que vous voulez en fait. Donc nous en fait, le trigger qu'on a utilisé, c'est une fois que l'utilisateur il upload sa photo dans le storage, le trigger de la function est lancé et la function qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va resize la photo. Problème à ça, c'est qu'en faisant ça en fait, l'application n'est plus du tout notifiée une fois que la photo est resizée, puisque c'est un traitement qui se fait dans le cloud et on perd en fait la notion de savoir, la notion de callback que je vous ai parlé tout à l'heure, pour savoir quand la photo est finie d'uploader, on l'a perdu. Donc, qu'est-ce qu'on fait côté front? Un truc assez sale, c'est qu'on fait du long polling, c'est-à-dire qu'on va requêter le back-end pendant un temps donné, un nombre de fois donné, jusqu'à ce qu'en fait ils nous disent oui c'est bon, la photo elle est ready quoi. Sauf que ça marche pas. Pourquoi? Parce que les photos elles peuvent être super grosses et les utilisateurs potentiellement ils ont des connexions de merde. Donc ce qui fait que en fait il y a des fois les utilisateurs ils ont pas leurs photos en fait. Et donc ça crée des bugs. Donc en fait la solution à ça, c'est bête à dire mais en fait c'est le truc le plus simple à la base, c'est de resizer la photo avant de l'uploader. Ce qui paraît bête en soi, mais en fait, je pense qu'on s'est fait influencer par la doc qu'on a vue en ligne parce que en regardant la doc sur le cloud storage, ils vont vous montrer en fait comment resizer avec des functions vos photos que vous uploadez pour sûrement faire du prosélytisme. Non, mais pour éviter de stocker trop de données pour rien, quoi. Et donc on est parti là-dessus, mais en fait, resizer les photos côté app, en fait, c'est plus simple. Et en plus, les temps de download sont beaucoup plus petits et il y a beaucoup moins de bugs, en fait. Donc voilà, ça c'était l'intégration des photos. Donc maintenant on a nos photos, on a les photos de nos cookers autour de nous avec leur menu. Ce serait bien quand même de pouvoir leur parler. Donc naturellement on a voulu mettre en place une messagerie instantanée. Donc dans l'idée on avait quelque chose qui ressemble à ça. On voit pas grand chose, c'est la résolution du vidéo proche. Mais en gros on accepte la personne et après on met la discussion en place. On veut que la discussion elle soit réactive, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de faire une action utilisateur pour recharger la page. On veut vraiment que ça se remplisse au fur et à mesure qu'on est sur l'application. Donc pour ça, Firebase propose le Real-Time Database. Donc qu'est-ce que c'est rapidement le Real-Time Database? Donc si on a à partir d'une action utilisateur, d'une fonction qui est activée ou d'un dashboard administrateur, on fait une action qui va modifier un nœud particulier dans la base de données. Un groupe de téléphones qui ont l'appli Dinner peuvent choisir de s'abonner à un nœud en particulier, un nœud qui correspond à leur ID ou à un ensemble de messages. Et du coup, ils ne seront notifiés que de ces données qui changent, pas du reste de la base. Donc, ça donne quoi d'un point de vue intégration? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est du Ionic, donc on est sur l'Angular 4. Ici, on a un service très classique Angular. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave, c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement des subscriptions. Donc, on a utilisé pour ça Angular Fire 2. Donc, Angular Fire 2, c'est une surcouche du SDK JavaScript qui permet de facilement donner l'accès aux différentes méthodes qui sont en lecture et en écriture dans la base de données. Donc dans un premier temps, on fait quoi? On choisit sur quel nœud on veut en particulier s'abonner. Donc là, c'est non pas son DB, mais ça peut être mon ID / photo pour les URL des photos, enfin un peu ce qu'on veut. Ça fait quoi? Ça crée une subscription. Donc c'est-à-dire que à chaque fois que ce nœud va changer en base de données, peu importe quelle est la source de ce changement, on va recevoir les nouvelles données mises à jour dans ce callback.
Donc ça, c'est pour la partie lecture. Il n'y a pas plus à faire pour avoir les données qui sont en base de données. Pour la partie écriture, bah pareil, AngularFire propose quelque chose d'assez simple. Donc une méthode update si on veut mettre à jour partiellement le nœud, ou carrément réécrire tout le nœud en base. Donc une fois qu'on fait ça, update to set, à partir de là, on va changer dans la base de données, et comme on s'est inscrit dessus, on va recevoir la nouvelle donnée. Donc là, on a fait le cycle complet. Donc si demain, vous mettez à utiliser de l'Angular pour faire du Firebase et que vous utilisez AngularFire 2, il y a de fortes chances que ça ne ressemble pas à ça, parce qu'on est sur une version qui est pas mal dépréciée de cette librairie. Pourquoi? Parce qu'avec Thibaut, on aime bien coder, mais on aime aussi bien dormir, et on aime bien aussi sortir, enfin faire des trucs dans la vie, quoi. Donc on n'a pas eu le temps, parce que mettre à jour, en particulier AngularFire, ça nous faisait mettre à jour Firebase, et nous faire mettre à jour Firebase, ça nous faisait mettre à jour à peu près la moitié de l'application. Donc c'était pas possible, on a dit ça marche, on touche pas, on reste là-dessus. Mais il faut pas s'inquiéter pour autant, parce qu'en gros ici j'ai listé un petit peu toutes les intégrations qui peuvent exister sur les frameworks un peu modernes liés à Firebase, et ils sont tous plus ou moins bien supportés. AngularFire comme je vous l'ai précisé, Rebase c'est pour une intégration avec Redux, React Native, on va avec React Native, et Vue.fire avec Vue.js. Donc, une fois qu'on a ça, on s'est dit, ok, Real-Time Database, c'est de la frappe, on va utiliser ça partout, sur toutes nos données de l'application. Si pour une messagerie, ça a du sens, mais même pour ses settings, s'il met à jour, hop, il subscribe et direct, il reçoit ses données. Et là, on a peut-être un petit peu déconné. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où on fait des subscriptions, il faut garder à l'esprit que derrière, c'est des sockets qui sont créés. Et si on crée des sockets, il faut quand même pas en créer trop, parce qu'autrement ça fait trop de sockets et trop de données à chaque socket qui nous le renvoie. Donc c'est-à-dire les performances et la volumétrie des données sont complètement à terre. Donc ça pense forcément à bien architecturer sa base de données. Donc bien architecturer sa base de données, c'est passer chez nous par une mise à plat de la base de données le plus possible, parce qu'on est sur du NoSQL, donc en format JSON. Et le but, c'est de la mettre à plat. Alors, qu'est-ce que je veux dire, la mettre à plat? Si par exemple, on a le nœud user, où dedans, on a Paul et Thibaut, et ils discutent ensemble, et moi, je lui dis bonjour, lui me dit salam, on a commencé une discussion, voilà, je vois que tu maîtrises les langues étrangères, ça va. À partir de ça, ça paraît évident qu'il y a un doublon de données. Si on passe à autre chose, on arrive à cette nouvelle conception. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est nœud message, au lieu qu'il soit à l'intérieur de l'utilisateur, on le remonte. On le remonte au niveau du user. Et c'est-à-dire que les messages qui vont être chez les utilisateurs, ils vont référencer à des messages qui sont dans un autre nœud. Donc comme je vous disais, oui, ça fait doublon de données, donc c'est évident qu'on va faire ça, à gauche. Et puis, on revient vers un modèle plus relationnel. Donc ça, c'est plus sympa. Mais l'avantage qu'on a, en fait, c'est au niveau des subscriptions. C'est-à-dire que, imaginons dans mon application, je décide de m'abonner à Paul. Parce que je veux avoir mes données, il y a mon nom, et je décide, je sais pas, de changer mon nom, parce que je peux, j'ai changé, je m'appelle Paul du 61, c'est super cool, Paul du 37, tout le monde est content. Bah, en fait, en faisant ça, on va se récupérer à chaque appel du callback l'ensemble des données du message. Donc c'est-à-dire, en fait, on vient à récupérer la base de données à chaque petit changement. Donc ça nous a forcé vraiment à refactorer au maximum notre base de données, pour pouvoir arriver à quelque chose de très plat et de récupérer que les informations qui nous intéressent. Donc, premier problème, réglé. En fait, ça vient juste, il ne faut pas coder comme des salles. Si tu fais une base de données qui n'est pas trop dégueu, ça devrait tenir. Donc on a dit, on continue, Real-Time Database, on y va, on est chaud. Hop, prochain, géolocalisation, on va le faire pareil en Real-Time Database. Donc pourquoi géolocalisation? Parce que c'est une appli de rencontre géolocalisée. Donc on a besoin d'avoir cette information. Donc pour ça, on a utilisé GeoFire.js. C'est directement proposé par Firebase. Et en fait, c'est une surcouche du SDK qui permet en fait de gérer de façon très simple ma position en base de données, mais aussi la récupération des positions des gens autour de moi. Parce que si on le fait mal, ça peut vite être n'importe quoi d'un point de vue performance pour calculer les distances et tout ça. Donc en vrai, on n'a pas trop la main sur la base de données, ce qu'il alimente. Il rajoute ses index, il fait ses délires, et puis nous, on est content avec l'API. Donc, ça donne quoi dans le code, en fait, cette intégration? Bon, là, on a une GeoQuery. On fait une query, c'est-à-dire je dis le centre, c'est moi, je suis à ma location, je mets un rayon de 10 km, et à partir de ça, je crée des événements. Les événements sont gérés par l'API, dès qu'il y a un changement dans la base,
il va nous donner soit key entered, qui veut dire il y a quelqu'un qui est arrivé dans le rayon, ou alors il va nous donner par exemple ready. Ready, ça veut dire la première fois que tu as lancé ta requête, je récupère tous les gens autour et dès que j'ai fini ma première requête initiale, je te dis je suis prêt. Donc nous on est parti là-dessus, ça a donné quoi? Hop, là, il y a un vert qui arrive, un rouge qui arrive, et hop, on est ready, on a tout le monde. Donc ça correspondait bien à ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait, au lancement de l'application, par exemple, récupérer la liste des gens autour, on les stocke et on les traite au fur et à mesure quand ils like ou ils dislike. Le problème, c'est qu'on était en real-time database. Donc c'est-à-dire que s'il y a notre copain Thibaut qui arrive dans le cercle, directement, key entered est appelé. Mais là, du coup, on a une donnée en plus. À un moment, on n'a pas voulu l'avoir, quoi. Je veux dire, qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut, c'est un instant précis. Donc, quand on a vu ça, on a dit, bon, bah, en fait, c'est très simple ce qu'on va faire. On va juste dire, bon, bah, en fait, dès que je suis ready, c'est-à-dire à la requête initiale, je me désabonne. Donc, en fait, au final, on a fait une subscription où au premier abonnement, on se désabonne. Donc, on vient de réinventer la requête, en fait. Ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, on a dit, peut-être que le bon vieux requête-réponse, bah, des fois, ça peut servir et que le real-time database, c'est peut-être un peu trop. C'est bon pour tout, ouais. Ouais, donc on a vu pour la messagerie et on avait aussi envie dans notre app que les gens ils aient des comptes, donc qu'ils soient authentifiés sur notre app, ce qui permet derrière nous de pouvoir les identifier avec des ID uniques et de pouvoir justement stocker tout ce qui est messages, photos, tout ça. Donc faut savoir que Firebase, ils utilisent il y a un super outil qui s'appelle Firebase Authentication qui fait quasiment tout le travail pour vous d'authentification qui peut être très relou pour ceux qui ont déjà codé de l'authentification back-end. Et donc ce qu'ils proposent, eh ben, c'est de réunir en fait tous les plus gros providers et en fait de faire pour vous la surcouche de chaque provider et de vous proposer en fait un modèle de données unique quand vous faites de l'authentification qui ne dépend pas du provider. Donc ça veut dire que dans votre code, vous allez avoir un service d'authentification qui va traiter tous les providers. Et ça, c'est quand même super cool parce que ça demande beaucoup moins de travail. Si vous voulez, par exemple, rien que Facebook et Google, juste ça dans votre app, si vous le développez nativement, je pense que c'est un bordel sans nom. Et en plus de ça, ce qui est très cool avec Firebase, c'est qu'une fois que vous êtes authentifié, vous n'avez même pas à gérer dans vos requêtes à la base le fait d'être authentifié avec votre ID. C'est lui-même via le SDK en fait qui vous authentifie et qui vous donne accès au real-time database, au cloud storage, aux functions, à tous les services du cloud en fait. Donc vous avez presque rien à faire si ce n'est à coder la logique métier en fait de ce que fait votre authentification. Donc nous, par rapport à ça, ce qu'on a eu comme problème, au final, niveau Firebase, on n'a eu aucun problème. C'est plus Facebook en fait qui nous a cassé les couilles parce qu'il y a un moment dans l'année, ils se sont dit tiens, il y a la JRPD, tout ça, on va enlever des droits aux gens. Et donc voilà, par exemple, nous avant, on prenait le genre des personnes qui étaient disponibles avec l'authentification classique sans demander des autorisations particulières. Et ils ont décidé de le supprimer du jour au lendemain, donc ça nous a fait un peu suer. Mais sinon, côté Firebase, l'intégration était nickel, on n'a jamais eu de problème avec ça, quoi. Donc, deuxième feature, énième feature qu'on a eu envie de développer, c'est ce qui est super important dans une app, c'est les notifications. Par exemple, quand Jean-Michel il écrit un message à Jean-Patrick, eh ben, ce serait bien que Jean-Patrick il reçoive une petite notification, quoi. Ça fait toujours plus plaisir. Et ben, Firebase, encore une fois, il a un super outil pour ça qui s'appelle Firebase Cloud Messaging. Et Firebase Cloud Messaging, comment ça marche rapidement? Et ben, en fait, c'est un peu comme Real-Time Database, c'est-à-dire que vous allez abonner votre app à Firebase Cloud Messaging. Et en fait, sur une function, et ben, vous allez écrire le corps de votre notification. Et avec le SDK, vous allez faire un send et ça va envoyer ça à votre utilisateur. Et ce qui est énorme avec ça, c'est que vous pouvez targeter soit un utilisateur, soit un groupe d'utilisateurs, ou soit carrément par topic, c'est-à-dire que si votre notification elle a le topic Toulouse par exemple, et ben tous les gens qui sont abonnés au topic Toulouse, tous les utilisateurs qui sont abonnés au topic Toulouse, ils vont recevoir la notif. Donc ça, par exemple, pour le marketing, c'est vraiment pas mal parce que ça permet de faire des devs assez rapides et assez ciblés sur
un groupe de personnes. Donc nous, comment on l'a implémenté? Par exemple, pour revenir au truc des messages, en fait, dès qu'un message était envoyé dans la base, donc ça mettait à jour la base, comme on vous l'a dit, et nous, en fait, on a mis un trigger d'une fonction qui réagissait sur les messages, et donc chaque fois qu'un message était ajouté, il y avait une fonction qui se lançait, qui, elle, était en charge, en fait, d'envoyer la notif au bon utilisateur. Donc, très rapidement, ça ressemble à quoi une payload de notification? Vous avez un titre, un body, un sound si vous êtes sur Android, et voilà une data qui concerne un peu comment votre application va réagir par rapport à la data de votre notification. Et juste avec le SDK, vous faites un send to device avec le token de l'utilisateur et vous l'avez envoyé. Donc c'est super simple d'envoyer une notif avec Firebase. J'ai envie de dire que le plus compliqué au final, c'est plus l'intégration côté front quand on utilise des plugins Cordova par exemple. Parce que Cordova, par exemple, le plugin qui gère FCM, bon là on voit pas très bien, mais il est plus forqué qu'il n'a d'étoiles. Donc il y a genre 370 issues ouvertes sur le projet. Donc autant vous dire qu'il n'est pas très documenté. Et nous on a dû gratter le code en fait parce que on n'arrivait pas à envoyer sur iOS et Android. Et on avait dû aller fouiller en fait pour savoir pourquoi, parce qu'il manquait un paramètre dans la payload par exemple. Mais on ne le savait pas parce que c'était dit nulle part en fait. Et donc voilà, on a dû gratter, on s'est vraiment pris la tête là-dessus. Mais c'est le seul problème qu'on a eu et ça dépend plus de notre technologie côté front en fait. Pas de Firebase encore une fois. Donc voilà. J'ai envie de vous parler d'un truc assez important aussi qu'on a mis en place dans notre app, c'est comment on traque les métriques en fait au sein de notre app. Donc là, il faut savoir que Firebase, encore une fois, il a un super outil qui s'appelle Firebase Analytics. Mais encore une fois, notre front, il nous a pas permis d'utiliser ça. Pour la bonne et unique raison que Firebase Analytics, quand on est sur du JS, ça vient avec une version de Firebase qui est assez élevée. Et nous, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on pouvait pas mettre à jour. Donc on s'est dit, ok, pas d'analytics. Donc on était un peu niqués. Mais on s'est dit non, on va pas se laisser avoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière Firebase Analytics en fait? Il y a un outil qui s'appelle BigQuery en fait. Et BigQuery, c'est un outil qui vient avec toute la suite Google Cloud Platform, qu'en fait on a décidé d'utiliser directement, sans passer par Firebase Analytics. Bon, ça nous fait perdre tout ce qui est dashboard interactif et tout, mais au moins on avait les métriques et on pouvait faire des queries dessus pour faire un peu de fouille de données. Donc c'est quoi BigQuery? C'est un outil super puissant en fait qui vous permet de faire des tables de logs et pouvoir faire des queries en fait, des queries plutôt compliquées sur votre base. Donc ça vous permet d'analyser, faire des funnels d'activation ou alors de savoir si des boutons sont cliqués ou pas sur votre app. C'est super important quand on fait une app de savoir ce qui se passe en fait parce qu'on n'est pas dans la tête des gens et si on n'a pas un minimum de retour sur ce qui se passe, on ne sait pas où aller en fait dans le développement de l'app. Et en plus ça se fait super bien, ça se déploie super bien, c'est-à-dire que comme je ne pouvais pas passer par le système de Firebase, j'ai été déployer un endpoint en fait directement dans Cloud Platform, donc un /log sur un poste où en fait mon app, tous les logs, elle envoie sur ce /log et là en 4 lignes en gros, je récupère ma base de données, j'écris ma ligne et je l'insère et ensuite voilà, j'ai écrit mon log en base de données. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple d'utilisation et ça ne demande pas beaucoup de dev et pas beaucoup aussi pas beaucoup de dev tout simplement. Conclusion. Donc là on a réussi en gros notre MVP. On a réussi à mettre Jean-Pierre et Jean-Patrick en contact, ils voient leur profil, ils sont à 1 km, ils sont super contents. Et est-ce que nous on est contents? De façon générale on est contents parce que comme on a pu le voir c'est assez facile à mettre en place. Mais surtout en fait c'est l'expérience développeur qui est vraiment intéressante parce que Firebase propose plein de petits outils qui facilitent au quotidien, surtout quand c'est le soir et qu'on vient de rentrer du taf et qu'on n'a pas envie de le faire. Ça facilite beaucoup que ce soit agréable d'utilisation. Donc par exemple le déploiement des functions. Normalement mettre à jour un côté serveur,
Ça peut être une galère sans nom. C'est long et puis on est obligé de le refaire parce qu'on s'est trompé et tout. Avec Firebase, on peut mettre à jour les fonctions de façon unitaire. C'est-à-dire j'ai fait un petit trigger, je sais pas, sur un nœud de la base. Ah, je me suis trompé, j'ai vu un petit bug dans mon dashboard. Hop, je redéploie, en 10 secondes, c'est redéployé. Donc là-dessus, on peut pas faire mieux sur la mise à jour de la logique côté serveur. Quoi d'autre qui était vraiment intéressant, c'est l'intercompatibilité de tous les services. C'est-à-dire que si on est en train d'effectuer une tâche, que ce soit dans le storage ou dans la real-time database, on a tout le temps accès au reste des services. C'est-à-dire, par exemple, j'upload une photo et je veux que sur l'upload d'une photo, ça aille écrire dans la base, ça aille écrire dans les logs et en même temps, ça envoie une notification. Tout ça, c'est faisable parce que c'est orchestré par l'authentication, et à partir de là, il n'y a pas de use case où on est limité en fait. Tout est faisable, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui nous a fait aussi plaisir? Le dashboard. Donc, d'accès directement sur un navigateur. Ça permet de traquer les métriques d'un peu ce qu'on veut. Ici, on a le storage, les functions et la real-time database. Donc, c'est bien pour donner des informations quasiment en temps réel et surtout pour voir si on ne pète pas les quotas. Parce que ça peut arriver. Nous, on est sur la solution gratuite, donc on est tranquille. Mais ça peut arriver que, je sais pas, on est un peu fatigué, 2h du matin, on pousse une function qui a une petite boucle infinie, on se retrouve le lendemain matin avec une petite facture de 300 balles. Je donnerai pas de nom, C'est un J Renault ou un Julien R, enfin je sais plus, mais c'est arrivé à certaines personnes. Donc ça, le dashboard, c'est vraiment pas mal pour contrôler ce qu'on est en train de faire. Et du coup, je laisse Thibaut présenter une autre feature qui t'a bien plu. Oui, alors moi, un truc qui m'a pas mal plu, alors attendez, il faut que je sorte, je vais faire un peu de live coding, attention. Un truc qui m'a pas mal plu en fait, c'est le SDK Python qui vous permet en fait de faire des opérations à chaud sur votre base depuis votre console en fait. Et alors je vais vous montrer pour que ça soit plus parlant. Bon alors je vais pas complètement coder, hein, je vais juste importer des trucs comme ça, voilà. En fait vous vous identifiez, donc là vous avez des credentials. Ah on voit, ah si on voit, nickel. Donc là, vous avez des credentials en fait, là vous avez le Firebase Admin SDK qui représente en fait tous les credentials pour pouvoir vous connecter à votre base de données. Et en fait, une fois que vous êtes identifié, et ben là vous avez directement accès à toute votre base de données et à tous les services de Firebase dans votre console Python en fait. Donc ça c'est énorme. Et un use case, par exemple, là je vais vous faire un simple use case où ici je vais m'abonner au nœud de real-time database de tous mes users en fait. Et par exemple, je vais afficher tous les prénoms de mes utilisateurs. Donc là, vous voyez, je fais ça. Et là, en à peine quelques clics, et ben, j'ai tous les noms de mes utilisateurs actuellement présents en prod sur mon application. Donc ça, c'est énorme parce que en fait, ça vous permet en fait de faire des opérations. Par exemple, si vous avez des scripts à faire tourner, vous pouvez vous les faire en live, d'abord sur votre intégration, je vous conseille, et ensuite après sur votre prod. Mais c'est super facile en fait de manipuler de la donnée avec Firebase, avec ce fameux SDK Python pour moi, parce que moi je fais du Python, donc je suis parti là-dessus. Mais après il y a le même en Node. Enfin, vous pouvez vous faire plaisir, avec ce truc-là. Tac, je reprends là. Voilà. Et elle est où là? Ah ok, nickel. Donc maintenant on va vous parler un peu de ce qui nous a déplu au sein de Firebase. Bon, pas grand chose, mais quand même 2-3 petits trucs, notamment l'API qui diverge selon le SDK. Donc là je viens vous présenter le SDK Python. Donc il nous est arrivé un petit truc sympa avec ce truc-là. C'est que en fait, à l'époque, quand on uploadait des grosses photos, des photos de 10-15 mégas, on a quand même eu quelques utilisateurs qui ont mis des photos de 10-15 mégas sur notre storage. Et quand on a mis notre algo de resize côté front, après il n'y avait plus des petites photos. Mais en fait, il fallait quand même faire tourner un batch sur notre base pour aller réduire à chaud en fait les photos et pour les remettre sur des tailles plutôt normales pour qu'ensuite les gens ils puissent les télécharger sans faire des timeouts ou des trucs comme ça.
Donc moi en fait là j'ai utilisé le SDK Python pour en gros aller récupérer la photo dans le cloud storage, la traiter avec un outil qui s'appelle ImageMagick pour ceux qui connaissent, et ensuite la renvoyer sur le storage en effaçant la grosse photo. Sauf que là en fait il faut savoir que cloud storage en fait dans le SDK selon si vous êtes sur JavaScript ou Python, il va vous envoyer une URL qui est signée de manière différente. C'est-à-dire que sur le SDK JavaScript, eh ben, vous allez avoir la fonction getDownloadURL. Donc une fois que vous avez uploadé, vous recevez une URL avec cette fonction qui est signée pour un temps. En gros, signée, ça veut dire que au bout d'un certain temps, elle sera plus valable. Sauf que sur JS, on a mis 40 ans, un truc comme ça, donc elle sera toujours disponible cette photo. Et en fait, sur le SDK Python, cette même fonction qui s'appelle getSignURL, eh ben, elle était un peu cassée, c'est-à-dire qu'on a essayé de configurer pour pareil mettre une grosse durée de vie, sauf que la config ne s'appliquait pas et en fait l'URL était signée que pendant 30 jours. Donc en fait au bout de 30 jours on a commencé à avoir des crashs, on comprenait pas pourquoi. C'est juste que en fait tous les gens qui avaient des photos qui avaient été signées par cette fonction là, eh ben ils n'arrivaient pas à uploader leurs photos parce qu'ils avaient des 404 en fait. Parce que l'URL était plus valide par Firebase. Donc ça, on a mis beaucoup de temps à le comprendre et beaucoup de temps à le débugger. Et une fois qu'on a compris, on a un peu ragé sur Firebase à ce moment-là. Et on sent vraiment qu'il y a deux équipes qui ont développé ça et qui ne sont pas trop entendues, quoi. Enfin, c'est pas trop. Donc voilà, ça c'était un des trucs pas cool. Un truc que ouais, je peux dire, c'est que le SDK JavaScript reste encore très inférieur à tout ce qui est SDK natif iOS et Android. Il y a pas mal de functions en fait, de fonctionnalités qui sont pas disponibles en JS, mais qui sont disponibles en natif, notamment tout ce qui est machine learning ou alors remote config. Remote config, c'est un super outil qui vous permet de mettre à jour une variable dans votre code en temps réel depuis le back-end. Donc ce genre de truc est pas dispo en JS par exemple. Et on est souvent en fait obligé d'utiliser le SDK, enfin le Firebase en mode REST API, et ça revient en fait à refaire nous-mêmes notre propre SDK. Donc ça c'est un peu le truc qu'on peut leur reprocher. Et sinon là on a vraiment le plus galéré dans ce projet, c'est avec Ionic. Parce que Ionic ça peut être bien de la merde des fois. Tu confirmes, Paul? Souvent de la merde. Souvent de la merde. Mais pour un MVP, ça marche très bien. On n'est quand même pas déçu de l'avoir fait. C'est juste que voilà, quand on veut aller un peu plus loin, on est limité très vite par le framework et par tout ce qui est WebView en général. Mais sinon, on peut se poser la question de et imaginons que notre appli elle marche, qu'on commence à scaler et qu'on a beaucoup d'utilisateurs. Je vous parlais un peu du pricing de Firebase. Donc, il faut savoir que voilà, quand c'est gratuit, vous avez le droit à 100 connexions simultanées et à 5 gigas de storage. Autant vous dire que nous, ça va, on est large, on a à peu près 1000 utilisateurs sur notre app. On est loin de casser les quotas. Et il faut savoir que si vous mettez 25 $ par mois, eh ben, vous faites x100 sur les utilisateurs. Vous pouvez avoir 100 000 connexions simultanées. Ça veut dire que vous avez au moins 100 000 utilisateurs, dont 100 000 actifs, et 50 gigas sur votre storage. Donc je pense que pour une application qui est pas gourmande en data et qui est une simple application voilà, qui deal avec du texte ou alors des petits fichiers, eh ben, Firebase c'est une solution parfaite et pas chère parce que c'est 25 $ par mois. Je pense que si on a un petit business model, on peut vite faire 25 $ par mois. C'est possible. Et si vous êtes un gros gourmand en data, il faut savoir que c'est 0,026 $ du giga. Donc si vous vous appelez pas Facebook et vous uploadez pas 300 Tera par jour, normalement, ça devrait le faire. Donc du coup, on s'est installé avec Firebase, ça marche bien, c'est cool, on est complètement satisfait. Mais du coup, se pose la question que j'ai souvent entendue, est-ce que c'est possible de migrer vers un autre service? Alors, on a entendu beaucoup, ils disaient ouais, Firebase c'est nul, tu peux rien faire après. Bon, est-ce que c'est vrai ça? En fait, comme toute application, ça se base sur quelques principes. C'est important, comme on a vu tout à l'heure, de bien structurer sa base de données. C'est-à-dire qu'on est sur du NoSQL, le but c'est quand même d'essayer de la mettre à plat le maximum possible pour se ramener vraiment vers des nœuds à la racine de sa base de données qui correspondent au plus possible à une valeur métier, on va dire.
Une fois qu'on a fait ça, c'est très facile de faire un extract depuis le dashboard en JSON. On récupère sa base et puis on peut la mettre dans n'importe quelle autre base en MongoDB si on veut. Et si on est un peu motivé, repartir sur du SQL parce que notre base est pas trop dégueulasse. Donc de ce côté-là, structurer sa base de données, ça me paraît pas, Firebase n'est pas ultra dépendant de la base de données. Ce qui est important aussi, c'est d'isoler la logique métier. C'est-à-dire qu'on est dans un back-end as a service, donc toute la logique qui se fait normalement côté serveur, là, elle se fait dans le front. Donc évidemment, si on fait un gros fichier index.js et on met tout, là, pour le passer ailleurs, ça va être compliqué. Nous, sur l'application qu'on a fait, on a essayé de l'isoler dans un maximum de services, chaque service correspondant vraiment à une valeur métier et correspondant à un nœud en particulier de la base de données. Donc, si on corrèle les deux, normalement, il n'y a pas trop de problème, il suffit de copier le code. Si on fait un serveur en Node.js, on remet dedans 2-3 adaptations et puis ça devrait bien rouler. Donc, de ce côté-là, on n'est pas trop dépendant de Firebase. Là où ce serait un petit peu plus dur, c'est la perte de synchronisation. Parce que nous, on a un petit peu été gourmand sur la real-time database. Et faut se dire que si on veut reprendre toute cette logique, à la limite, on peut passer quasiment toute l'application en requête-réponse, mais ne serait-ce que pour la messagerie, c'est quand même pas mal de garder cette réactivité. Donc c'est-à-dire qu'on serait obligé de remettre en place, on va dire, des sockets, en face un Redis pour avoir des flux sub, un petit MongoDB pour que ça aille bien, enfin, en gros, on serait obligé de recoder Firebase. Donc oui, c'est possible, c'est clairement possible, il faut être motivé, mais en vrai, on n'a pas l'utilité. On n'a pas l'utilité, on est plutôt pas mal avec Firebase. Merci. Merci. Ouais, si vous avez des questions, on peut répondre. Petite question. Soit. Soit. Vous avez pas parlé des règles de sécurité de la... C'est vrai. Tout à fait. Les rules. Tout à fait. C'est quelque chose... Ah bon. Attends, faut qu'on répète. Ouais, donc on n'a pas parlé des règles de sécurité Firebase. C'est vrai que Firebase permet de mettre à jour... moi je trouve ça pas mal facile de mettre des rules en place parce que c'est un JSON avec, en gros, qui va avoir droit en écriture ou en lecture les gens dans votre base de données. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement dire cet ID-là, il va pouvoir avoir accès à cette partie-là de la real-time database. Donc ça, c'était vraiment agréable à coder. Hein. Ouais, à coder, c'est assez agréable parce qu'on a accès à l'authentification en fait. Donc on peut voir son ID et tout ça. Mais au-delà de ça, c'est un métalangage où en gros on peut même aller voir profondément. C'est-à-dire qu'à partir d'un nœud, on peut se dire, en fait, je veux voir si le troisième élément de son tableau qu'il a en dessous correspond à ça. Enfin, on peut vraiment mettre toute une logique pour appliquer les règles. Donc, on n'en a pas parlé, c'est vrai qu'on va peut-être le mettre. Ouais. Mais les rules sont vraiment faciles à coder et on s'en rend vite compte si on a des petites failles de sécurité. Faut un peu se prendre la tête pour pas se louper pour éviter des failles. Mais une fois qu'on a posé son algo de qui a droit à quoi, et qu'on peut l'écrire très facilement dans ce fameux langage de rules là, et c'est très facile à mettre en place, je trouve. J'ai une question en lien avec ça justement, ne connaissant pas ces rules, j'arrive pas à faire le lien tout seul, je compte sur vous pour m'aider. Je me posais la question, là on a vu qu'on pouvait générer des 401 finalement, si la personne ne s'était pas authentifiée. Je me disais, est-ce qu'on peut générer du 403, c'est-à-dire j'étais sur un nœud qui ne m'appartient pas, etc. Est-ce que vous permettre de faire ça? Ça c'est une bonne question. Je sais pas du tout ça. C'est pas pour vous embêter. Non, en fait, oui. Les rules permettent de faire la même chose. Attends, du coup la question c'était est-ce qu'on peut faire des codes d'erreur différents avec les rules selon l'autorisation? Parce que surtout il y a un 403, genre il n'a pas le droit d'accéder à ce nœud en particulier. Donc oui, ça y est, parce qu'en fait il faut savoir que le rules.json correspond en fait, on va dire, à un décalque de ce qu'est ta base de données real-time. Donc c'est-à-dire que c'est la même structure JSON et pour chaque nœud, tu vas dire quelle est la règle qui est associée pour ce nœud en particulier. Donc à partir de là, tu peux dire cet utilisateur, en fait j'ai accès à l'autre, donc je peux dire il est connecté. Ça c'est un cas. Je peux dire il est connecté et il correspond bien au nom du nœud. Par exemple le nœud c'est l'ID, auth.uid égale l'ID. Par là ça peut être dynamique, tu n'as pas besoin d'aller chaque utilisateur leur dire toi tu peux voir ce nœud. Non, pas du tout, c'est dynamique. Comme je dis, il y a un métalangage en fait dans les rules. Et en gros, je vais dire, nous, ce qu'on a fait, on a indexé en fait nos utilisateurs dans la base par leur nom d'ID.
Donc en fait, ça va donner quoi dans les rules? Ça va donner $id. Et en fait, je vais faire auth.id égale $id. C'est la condition. Donc c'est juste une ligne pour dire, bon, pour qu'il accède à ce nœud, il faut que ce soit la personne qui accède à ce nœud. Et une petite question là-bas. Ouais, juste petit avertissement sur la partie structuration de la donnée. Enfin, parce que nous, on a fait ça, on a fait très court. Quand tu fais des applis mobiles, tu vas souvent devoir avoir deux versions en parallèle de la même appli, quoi. Les autres versions quand elles sont déployées, et potentiellement même les dizaines d'autres versions du passé. Et au moment où tu as changé le schéma de ta base de données, tu veux faire ça à chaque fois, bah, ça veut dire que tu vas devoir dupliquer les données dans un nouveau nœud ailleurs, pour que cette version ait encore accès. Et donc potentiellement, c'est un truc qui est de plus en plus emmerdant avec le temps. C'est vrai que en général, quand on met à jour sa base de données, c'est un peu chiant, quoi. Nous, en général, on rajoute des nœuds, en fait, et on se pose pas la question, en fait, de se dire cette personne-là n'aura pas accès à cette base à ce nœud-là en particulier au moment de la mise à jour, en fait. On se dit juste qu'elle n'aura pas cette feature-là tant qu'elle met pas à jour l'app, quoi. Ouais, c'est un truc qu'on a mis tardivement en place. En fait, il y a un outil Firebase qui vient de faire ça, c'est Remote Config, en fait, qui permet de mettre des variables que tu peux contrôler directement depuis un dashboard administrateur. Donc en fait, tu pourrais dire cette variable est un numéro de version et tu mets de la logique métier qui dit s'il n'a pas cette version, il peut rien faire. C'est ça. Ça, on l'a mis très tardivement, donc oui, c'était une galère. Et après, il faut se dire que notre refonte de notre base de données, on l'a fait très tôt, et on n'avait vraiment pas beaucoup d'utilisateurs. Et on a dit, bon, s'il y a des galères, tant pis pour ceux qui étaient là avant, de toute façon, on n'a pas vraiment. On était vraiment en découverte. Mais oui, le passage de changement de base de données, on essaie d'en faire le moins possible, parce que ça reste quand même compliqué, où ça demande de mettre en place ce que je disais, c'est une fonction qui permet de contrôler à distance ce que font les gens. Dernière question, parce qu'il est un peu tard, on va passer à la suite après. Bien sûr. Du coup, est-ce que vous avez jeté un œil à Firestore en comparaison de Real-Time? Alors, on l'a testé sur un autre projet, Firestore. Faut savoir qu'il a toutes les mêmes fonctionnalités que Real-Time Database. C'est juste que je pense que Firestore est plus... tu peux faire des queries plus compliquées, je crois, sur des données Firestore. Clairement, on n'a pas assez approfondi l'utilisation de Firestore pour dire pourquoi c'est mieux que Real-Time. Je sais que ça ne marche pas en souscription. C'est un autre mécanisme. Ouais, il y a des souscriptions. Moi, je serais incapable de t'en parler parce que je l'ai juste vu passer et on s'est concentré. Il y a les deux en fait. Tu peux faire de la requête sans t'abonner forcément à un truc réactif ou alors faire comme Real-Time. Voilà. Mais on l'a vraiment pas utilisé à fond pour te dire. Non, mais dans Firebase Real-Time, on n'est pas obligé de. Dans les deux cas, on peut Ouais, bah c'est possible. Hein. Mais comme je dis, on a été ultra gourmand, on a vu le Real-Time, on a dit c'est de la frappe, On va tout faire réactif. Donc, mais oui, c'est possible pour les deux choses. Bon, voilà. Merci. Merci.